Comment concilier alimentation, bien-être et santé, c'est le thème de cette journée. La nutrition est devenue un enjeu de santé publique au moment où partout dans le monde, de plus en plus de pathologies sont liées à ce que nous mangeons et buvons. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancer, dépression. Alors tout à l'heure, nous recevrons le professeur Gabriel Perlmutter, chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Antoine Béclère, qui dirige également une équipe de recherche de l'INSERM sur le microbiote et le foie. Il vient de publier Les bactéries des amis qui vous veulent du bien, chez Solar, évidemment. Alors, avec lui, vous saurez tout à l'heure tout du fonctionnement du microbiote intestinal et surtout de la nécessité d'en prendre soin, car il joue, vous le verrez tout à l'heure, un rôle essentiel dans la régulation du poids et dans la survenue de nombreuses maladies. Mais en attendant, je suis vraiment ravi de recevoir Thomas Hull, bonjour. Bonjour. Alors, Ali. on se vous voit, on se tutoie. Qu'est-ce qu'on s'était dit avant ? On se tutoie. On se tutoie. Bonjour à parce tous. qu'on se connaît un peu. Vous venez, c'est pas vous venez, vous avez publié en début d'année « Et si je mettais mes intestins au repos », le jeûne, la monodiète, la détox, les 3 clés de la vitalité. Alors, vous êtes naturopathe, tu es naturopathe, Thomas. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie et qui vient te consulter dans ton cabinet de naturopathie ? Alors, la naturopathie, c'est la synthèse finalement des approches naturelles de la santé. Un naturopathe est souvent considéré comme un éducateur, une personne qui va finalement vous enseigner comment bien vous alimenter, une personne qui va vous conseiller à peut-être réfléchir sur une cohérence de fond pour que finalement la santé ne soit pas que physique, mais qu'elle soit également un équilibre psychique et émotionnel. Souvent, de nombreuses personnes viennent après avoir essayé de nombreuses choses et viennent un petit peu en disant « j'ai tout essayé, que pouvez-vous faire pour moi ?» Alors là, c'est très délicat car le naturopathe, ce n'est pas non plus un magicien et ce n'est pas la cour des miracles. Et il va toujours revenir sur une notion de fond, sur votre hygiène de vie, comment vous vous alimentez et de quelle façon finalement vous générez votre quotidien. Donc le naturopathe questionne finalement réellement vos modes de vie, vos façons de vous alimenter et vient vous responsabiliser. Parce que cette notion très délicate de dire finalement nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes finalement le reflet de notre hygiène de vie. Et donc du coup, les personnes qui viennent nous consulter viennent souvent avec différentes questions sur l'alimentation, des troubles fonctionnels ou des troubles chroniques, qui souvent sont très bien corrigés par des manœuvres alimentaires ou des plantes, des huiles essentielles. On s'improvise naturopathe, il y a un diplôme de naturopathie. Alors écoute, il y a quelque chose d'assez extraordinaire sur la naturopathie qui a eu lieu cette année. On a enfin une école qui a eu le RNCP. Donc ce fameux RNCP, donc on a un niveau 1 qui est validé, ce qui veut dire un bac C'est une reconnaissance de l'éducation nationale ? Exactement, tout à fait. Donc c'est par le CFPPA d'une école qui se trouve à Hyères. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une seule école qui est reconnue. On a une fédération également qui s'appelle la FENA, qui est très active sur le terrain. Et pour devenir naturopathe, on a des études qui durent à minima 1 an à temps plein, 1 an et demi en alterné, voire 3 ans en temps partiel. Alors tu as fondé en 2006 un centre de jeunes, La Pensée Sauvage, dans la Drôme, qui connaît un grand succès. Alors on reviendra tout à l'heure sur les moyens de renouer ou de préserver sa santé grâce à un retour à une certaine frugalité joyeuse. Mais Thomas, comment as-tu acquis la conviction que l'une des clés de notre bien-être, de notre santé, passait par notre alimentation ? Quel a été le cheminement personnel ? Écoute Ali, je pense que ça vient vraiment de mon enfance. J'ai vécu adolescent des troubles finalement de santé qui m'ont amené à me questionner réellement sur l'alimentation. Et c'est un naturopathe finalement qui m'a alerté. Car quand j'étais adolescent, je mangeais comme beaucoup d'adolescents, d'une façon assez démesurée et pas très saine. Tu as souffert d'infections pulmonaires chroniques liées à une candidose digestive et la médecine allopathique ne parvenait pas à te soigner. Tu as connu 4 ans d'un parcours de santé qui n'a débouché sur aucune solution pour parvenir à une certaine santé. Tu as raison. En fait, j'ai eu 4 ans de parcours où en fin de parcours, on m'a amené en me disant, jeune homme, j'avais 17 ans, en disant vous aurez des problèmes à vie car finalement vous auriez une malformation des cils vibratoires au niveau des poumons et des bronches et du coup vous aurez tout le temps des bronchites. Alors c'est vrai que cette nouvelle-là, quand on a 17 ans, c'est pas très agréable.
Surtout quand on a passé 4 ans en se disant qu'on est passé par tous les stades en se disant j'ai telle ou telle maladie, donc on est assez inquiet. Et finalement, c'est là où je rencontre un naturopathe. C'est ma mère notamment qui me conseille en me disant Thomas, tu as essayé énormément de choses, mais as-tu essayé la naturopathie? Et là, le naturopathe me questionne comment je mange, comment je vis, et me règle mon alimentation. Et en 1 mois, je n'ai plus de manifestation. Et c'est le premier qui, à l'époque, parce que c'est vrai que les candidoses chroniques, je pense que vous en parlerez tout à l'heure avec le professeur perlmutter du fameux Candida, et c'est vrai qu'on en parlait très peu il y a une vingtaine d'années de cela. C'est un champignon, il faut le rappeler. Oui, tout à fait, qu'on a tous dans les intestins, qui vit à l'équilibre saprofite, c'est-à-dire qui est bénéfique pour votre santé, mais s'il se développe, de nombreux troubles peuvent apparaître. Et ces troubles, on en a répertorié plus d'une centaine, qui peuvent manifester finalement plusieurs inconforts. Et c'est ça qui a été réglé finalement pour moi par la naturopathie. Donc ça a été une révolution. Et c'est vrai que pour revenir à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a finalement amené à cette réflexion-là? C'est de l'expérimenter réellement sur moi et de me dire, mais finalement, c'est extraordinaire. Je ne réalisais pas à quel point, finalement, l'alimentation avait tant de liens avec ma santé. Et à l'époque, donc, les problèmes pulmonaires étaient également énormément liés au nombre de produits laitiers que je pouvais consommer. J'avais une consommation excessive de produits laitiers, de pain blanc, tout ce qui, en naturopathie, vient encrasser finalement un petit peu nos intestins et notre corps. Et suite à cela, du coup, je me suis mis en chemin en me disant, eh bien, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Et là, des lectures, des rencontres m'ont amené à me former. Et là, ça a été des déclics sur déclics de me dire, mais finalement, la naturopathie est un extraordinaire moyen de pouvoir prendre soin de soi et de pouvoir prendre soin des autres. Mais la naturopathie peut apparaître comme une sorte d'ascèse un peu rébarbative. Alors, à l'époque, c'est vrai que j'aimerais là-dessus te donner un petit peu l'image à l'époque des magasins diététiques où on rentrait, on avait l'impression que c'était très triste et finalement il y avait très peu de joie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus coloré. Quand on parle de produits bio, c'est même plus les mêmes noms. Avant, on parlait de magasins diététiques, hein, donc maintenant on parle de magasins biologiques. Je ne pense pas que la naturopathie soit rébarbative ou soit ascétique. C'est un mode de vie qui contribue justement de trouver un certain équilibre, à la fois social, à la fois de faire attention. Et c'est cette problématique, je pense qu'on a tous, c'est où est le curseur et comment à un moment donné, je me permets de manger ce que j'ai envie de manger, mais également de pouvoir équilibrer de temps en temps, même remettre à faire du sport, car finalement la naturopathie vient nous questionner, comme beaucoup d'autres approches, sur l'équilibre sur 3 points. Comment je pense, comment je vis mes émotions, comment est-ce que je suis cohérent avec ce que je fais dans ma vie, comment je m'alimente et comment je bouge finalement. Et c'est ce fameux triangle qu'on appelle également le triangle de la santé. Et il est évident qu'au plus on est stressé, au moins on se sent bien en soi, au plus on mange, au moins on fait du sport et on rentre dans un fermeux cercle infernal où on a du mal à prendre soin de soi. Alors au cœur de ton ouvrage, un organe longtemps méprisé qui connaît un formidable retour en grâce, l'intestin. On va y venir assez largement tout à l'heure, mais avant de s'intéresser à chacune de ces pratiques que tu promeus dans ton ouvrage, le jeûne, la détox, la monodiète, j'aimerais que nous nous arrêtions sur les 6 grandes actions du système digestif. Qu'est-ce qui se passe dès que j'ingurgite une pomme, une Royal Gala, je crois que c'est ma préférée. Qu'est-ce qui se passe dès que je la porte en bouche? Est-ce que tu peux nous expliquer le système, l'action digestive que va connaître cette pomme? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dès que vous voyez la pomme, en fait, vous avez déjà des informations qui sont par l'odorat, par la vue, par les sens, et qui vont déjà informer votre système digestif de l'information de l'aliment qui arrive. Ça, c'est assez surprenant. Et c'est là où, des fois même, quand on se met à penser à certains types d'aliments, on salive. Ou quand on a une odeur qui passe par là, on est tout de suite déjà en train de mettre en mouvement son système digestif. Donc, on a déjà les sens qui vont nous donner une information. Après, on a bien sûr l'introduction en bouche, où là, le corps est informé, ça y est, de la pomme arrive, des sucres plus ou moins complexes, de la pectine, tout ça va arriver dans votre corps, et là, tout se prépare. Alors il y a la première étape qui est la mastication, qui est souvent un petit peu oubliée, où on doit prendre le temps de bien mâcher, d'insaliver, de réduire finalement en bouillie tout ce que Elle commence là d'ailleurs, la digestion, dans la bouche. On l'oublie trop souvent, tu le dis. Oui, et beaucoup de choses sont améliorées dans le système digestif si on prend le temps de mâcher. Alors là, on peut donner un petit conseil, souvent c'est pas le cas avec la pomme, mais quand on s'alimente, qu'on est à table, on est tous les premiers à dire la table est un moment de convivialité, un moment où on partage beaucoup de choses les uns avec les autres.
mais prenez simplement le réflexe de poser vos couverts entre chaque bouchée. Et vous verrez que c'est très difficile à faire. Finalement, on a à peine mis une fourchette qu'on est déjà en train d'en mettre une seconde et qu'on se nourrit très très vite, comme si on était très pressé. Prenons le temps et vous verrez que du coup, une information, si on mâche suffisamment, c'est la satiété. Car une des problématiques quand on mange et qu'on s'alimente, c'est où est la satiété ? Et finalement, on s'arrête souvent quand on est trop plein, on a trop mangé, on est repu, certes, on est content, mais le corps en a pris trop. Donc l'information de satiété vient par la mastication. Alors cette pomme, la Royal Gala, que, voilà, je suis en train de la manger, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, il y a une insalivation merci, qui se met en route. Il y a les amylases qui commencent, les enzymes qui se mettent en route à digérer au niveau de la salive. Ensuite, ça va descendre au niveau de l'estomac. La pomme, pour le coup, n'a pas grand-chose à faire au niveau de l'estomac, donc elle va continuer un peu plus loin, descendre au niveau de l'intestin pour finalement être désagrégée. Et si on résumait finalement l'idée du système digestif, c'est de réduire à l'unité la plus minimale ce que vous allez consommer. C'est-à-dire que la pomme, qui est plus ou moins complexe, de sucres différents, de matières, de fibres, va être complètement réduite pour que du coup elle soit assimilée et que le corps humain puisse en faire du carburant et puisse du coup s'alimenter avec. Alors là, ce qui nous intéressera là, c'est que c'est au niveau des intestins que ça va se jouer. 95% de notre assimilation se déroule au niveau de nos intestins. C'est 7 mètres finalement qui, quand on les déplie, représentent, alors il y a plusieurs personnes qui disent différentes choses, mais on est à peu près sur un terrain tennis, voire un terrain tennis et demi de surface d'assimilation. Là, la pomme vient s'étendre et finalement être absorbée. Et là, le corps va absorber les unités minimales finalement de la pomme pour en faire du corps humain. Alors là, c'est un point intéressant car, in fine, la digestion a l'objectif de réduire des chaînes complexes en des unités tellement simples que le corps va les assimiler au niveau de ses intestins pour 3 actions. Car quand on parle d'alimentation, on se dit, c'est bien, oui, c'est pour de l'énergie, c'est pour du carburant. Mais pas que ça. Car finalement, l'alimentation a, oui, bien sûr, cette fonction de vous apporter de l'énergie, du carburant, mais a une fonction essentielle, c'est de vous apporter les aliments et surtout les éléments indispensables pour vous construire et vous réparer. Et ça, c'est un point important. Et après, cette pomme va être continuée du coup dans son transit, dans le péristaltisme, va passer au niveau du côlon et va repartir avec les selles. Alors, il faut savoir que dans les selles, on va retrouver une partie des fibres de cette pomme, mais on va retrouver une partie de desquamation des cellules, des intestins, mais une partie de flore intestinale. Et on dit que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors la pomme a été relativement facile à digérer, mais imaginons que pendant un mois, je mange un menu XXL dans un fast-food matin, midi et soir. C'est l'expérience qu'avait menée le documentariste Morgan Spurlock dans Super Size Me. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, c'est très complexe. Déjà, on est sur une alimentation très fast-food, donc on est sur des sucres rapides, on est sur des graisses raffinées, on est sur des produits blancs et beaucoup de choses complexes à digérer en même temps. La pomme, comme tu l'as très bien dit, c'est très simple à digérer et c'est un aliment santé extraordinaire. Ceci étant, là, le Big Mac ou l'hamburger très gras, eh bien déjà, le corps va se dire, bon, comment je vais digérer cette bombe de graisse, de sucre, et là, tout se met en branle. Alors déjà, la problématique, c'est que tout ne se digère pas au même endroit. Donc le corps va se retrouver dans un conflit de dire, dans l'estomac, mes protéines seraient bien digérées, le steak, mais le pain, il aimerait passer un peu plus vite, mais il n'a pas été assez mâché. Et finalement, il y a déjà une problématique de fermentation, de putréfaction qui peut se jouer. Et en plus de cela, et on le sait bien, c'est que ce sont des calories vides. Donc au plus on va manger ce type d'aliments, on va se retrouver avec une satiété temporaire. Et quand vous faites ce type d'expérience de repas, 1 heure après, vous avez faim. Et finalement, vous en mangez beaucoup. Et vraiment, ce documentaire est assez probant, parce que quand on voit la personne qui, au fur et à mesure des analyses, on voit sa déclinaison au niveau de sa santé qui est terrible. Hein. Je ne sais plus en combien de temps il s'arrête. Au bout d'un mois, ça dure un mois, et il recouvre une partie de sa santé. Donc Morgan Spurlock, qui ont donc ingurgité matin, midi et soir des Big Mac, des hamburgers, des frites, des glaces, matin, midi et soir. Il a recouvré une partie de sa santé au bout de 6 à 8 mois. Ouais, c'est-à-dire qu'il a complètement déréglé son corps, son organisme, son microbiote, on y reviendra, ses analyses sanguines déplorables, mais il a fallu 6 à 8 mois pour qu'il recouvre
une partie de sa santé. Alors, ce qui est quand même assez dingue, tu vois, Ali, quand on fait ce type d'expérience, et même quand on mange au quotidien, et je nous amène vraiment dans cette réflexion-là, c'est qu'on a du mal à réaliser que nous sommes ce que nous mangeons. Car quand on prend justement l'exemple d'avant de la pomme, on comprend bien que finalement le système digestif a cette mission de faire d'un aliment complexe un aliment simple pour apporter de l'énergie et des matériaux pour se construire. Mais si on mange du Big Mac, si on mange des hamburgers, si on mange cette alimentation grasse, eh bien on va devenir ça. C'est-à-dire le corps humain va prendre ces matériaux pour pouvoir faire du corps humain, pour pouvoir apporter à la fois cette énergie qui peut être moindre. On peut se dire, bon ok, je peux faire l'impasse sur la qualité, le carburant que je mets dans ma voiture. Mais de là à faire l'impasse sur la qualité des pneus, sur la qualité de la vitre, sur la qualité de la garniture, sur toute votre sécurité, c'est pas la même chose. Mais il y a un risque, Thomas, c'est-à-dire que manger sainement, c'est une aspiration que nous avons tous certainement ici cet après-midi, mais il y a un risque, c'est peut-être de tomber dans une certaine forme d'orthorexie, l'obsession du manger sain, du bien manger. Quel est ton regard sur l'orthorexie, et quel est le rôle, entre guillemets, des écarts quand on adopte un mode d'alimentation qui reste relativement strict? Alors, c'est une excellente question, Alice. C'est vrai que c'est très important. L'orthorexie, vous savez, dans son étymologie, c'est l'excès de droiture. C'est-à-dire que l'on fait trop attention. Alors souvent, quand on entreprend ce genre de changement alimentaire, on fait un petit peu trop. Et après, on trouve une façon de modérer. Mais il est important d'avoir en conscience que si on est dans un excès, ce n'est pas bon pour sa santé non plus. Et le regard que je porte là-dessus est très nuancé. C'est-à-dire que dans la pratique, on a de nombreuses personnes qui, faisant tellement attention à ce qu'elles mangent, se désociabilisent, et du coup deviennent des personnes qui ne sont plus finalement invitées ou ne peuvent plus être dans des moments de convivialité parce qu'elles mangent plus ci, elles mangent plus ça, elles mangent plus ci, et du coup ça devient d'une très très grande complexité. Souvent ces personnes se renferment, c'est-à-dire ça devient un stress. L'alimentation qui est une source de besoin mais également de plaisir devient quelque chose de terrible où on fait attention constamment à ce qu'on mange. Et du coup, on est dans un stress chronique. Donc ça, ce qui est très, très important à prendre en compte au niveau de sa santé et psychique, émotionnelle et physiologique. Et en plus de cela, on se désadapte. Car finalement, je crois à une chose, c'est que la santé reste constamment la capacité de s'adapter. Si on peut prendre un exemple, tous réunis ce soir, on va faire un bon repas. Et ce repas va être, alors on n'ira pas manger des fast-food, mais on mangera un bon repas bien arrosé, et on se fera tellement plaisir, on sera en tellement bonne compagnie qu'on peut-être qu'on mangera un peu trop, et peut-être qu'on boira un peu trop. À votre avis, demain matin, celui qui est en bonne santé, c'est pour ma part celui qui est le premier debout et qui vous dit bon, c'est bien beau, on a fait des écarts hier soir, maintenant on va faire un petit footing, on va se décrasser, on va nettoyer tout ce qu'on a mangé hier et aller debout tout le monde. Mais si on regarde la réalité, souvent, c'est le dernier debout qui fait « Oh, depuis que je fais attention à ce que je mange, je ne supporte plus aucun écart. » Et là, je vous pose cette question-là, et je me la pose également. Est-ce qu'on est en santé à ce moment-là? Est-ce qu'on est en capacité de s'adapter? Il me semblerait que cette capacité d'adaptation devrait être de mise et que quelqu'un en bonne santé qui fait attention à son hygiène de vie au quotidien devrait être en mesure de dire « Même pas mal, j'ai vécu cet écart, on a fait la fête et demain je suis debout et on va courir et je serai en pleine santé. » Donc c'est un curseur à se positionner car au final souvent on se désadapte plus que l'on ne s'adapte et donc on parle souvent d'une notion des 80-20. Faire attention à ce que l'on mange, certes, la semaine, et savoir se faire plaisir. Et même en naturopathie, on appelle ça la gymnastique des organes. C'est-à-dire que le corps toujours est sollicité. Il se dit, mais comment je vais faire pour digérer cette chose dont je n'ai pas l'habitude? Car notre corps est feignant. Et si vous lui donnez tout bien comme il faut, il va se dire, bah, super, j'ai plus rien à faire. Mais le jour où vous allez le contrarier un peu et lui apporter des choses complexes, il va se dire, mais moi je veux plus. Et c'est pour ça qu'il se manifeste. Donc on devrait pouvoir sentir que le corps, ok, travaille, mais pas jusqu'à se désadapter. Donc si je te comprends bien, je ne dois pas regretter mon entrecôte de salaire, c'est les pommes de terre sarladès que j'ai mangées hier. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as couru par contre ce matin? J'ai marché ce matin en tout cas. Alors avec le professeur Perlmutter, on reviendra tout à l'heure largement sur l'intestin et le microbiote intestinal, mais du point de vue du naturopathe, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de l'intestin et l'importance de son microbiote, autrement appelé flore intestinale?
Tout à fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le naturopathe va s'intéresser vraiment à cette capacité d'assimilation. Car la naturopathie, c'est intéressant vraiment à cet art de s'alimenter. On questionnera toujours cette capacité qu'on a au niveau de notre flore de pouvoir bien assimiler ce que l'on mange. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en effet, en fonction de cette flore, en fonction de ce microbiote, on peut bien manger, mais que finalement, ça ne suffit pas. Car finalement, si on a un déséquilibre au niveau de sa flore intestinale, eh bien, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais si on n'améliore pas là, il n'y aura pas de répercussions positives. Tu peux nous rappeler ce qu'est le microbiote ? Oui, finalement, c'est cet ensemble bactérien qui donne une carte d'identité propre à chacun, qui apparaît à un moment normalement de la naissance. Hein, quand on naît, on absorbe de la flore vaginale et on vient coloniser finalement nos intestins. On a plus de bactéries que de cellules, ça c'est important à prendre en compte. Certains disent qu'on est 95% bactérien pour 5% cellulaire, ce qui est quand même assez considérable. Et cet équilibre préside finalement à quasiment tout notre mécanisme d'assimilation de notre système immunitaire. Et certains vont même dire à notre façon de penser et de nos émotions également. Alors pourquoi l'intestin joue un rôle aussi fondamental dans la pratique du jeûne, de la détox, de la monodiète? Le titre de ton ouvrage, c'est « Et si je mettais mes intestins au repos ?» Pourquoi est-ce si important? Car au final, quand on jeûne ou quand on fait une monodiète, c'est ce qui se passe. On met notre corps au repos et surtout le système digestif. Alors, quand on met le système digestif au repos, on a un regain de vitalité. C'est-à-dire que le corps se dit oh, des vacances, enfin des vacances, je n'ai rien à digérer, en fait rien à digérer d'extérieur. Et pendant toute cette partie-là de ce jeûne ou de cette monodiète, qui peut être un jeûne court, hein, même le jeûne intermittent, on y reviendra tout à l'heure, permet du coup une mise au repos telle que ce regain d'énergie permet à l'organisme de se dire tiens, je vais nettoyer d'autres choses que je n'ai pas le temps de faire. Je vais pouvoir m'occuper finalement des petites choses que j'ai stockées à gauche et à droite. Je vais pouvoir m'occuper de plus me régénérer. On dit que même qu'en 16 heures, on régénérerait 200 millions de cellules supplémentaires. Donc cette mise au repos, cette flore intestinale qui finalement se régularise, ça lui permettra également à l'après, dans la sortie du jeûne, de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est comme si on faisait un petit peu un reset, on permet à notre corps de se réinitialiser, de se mettre au repos, de gagner en vitalité et à terme d'avoir un meilleur système immunitaire et du coup une meilleure capacité d'assimilation. Je vais juste te donner une petite anecdote. La plupart des personnes qui jeûnent ou qui font des monodiètes, notamment en cette période de l'année, pendant l'automne, disent tous, au retour au printemps, quand on les revoit, dire mais écoute, c'est incroyable, j'ai passé un hiver sans encombre. Ça faisait bien longtemps que j'ai pas passé d'hiver sans avoir de grippe, de rhume, de sinusite, de bronchite, de refroidissement. Et là, par étonnement, j'ai passé un hiver en pleine forme et pourtant, j'ai pas fait plus attention qu'avant. Et ça, c'est vraiment un des signes de cette mise au repos des intestins qui permet du coup de régénérer du système immunitaire, qui permet de rebooster finalement l'organisme et qui lui permet du coup dans les semaines et les mois qui suivent d'avoir une vitalité plus importante. Alors en dehors du cas du jeûne, de la monodiète, de la détox, quels sont les aliments à privilégier si je veux prendre soin de mon intestin au long cours, tout au long de l'année voilà. La choucroute, par exemple, le miso. Alors, on parle là de tout ce qu'on appelle les légumes lactofermentés. Il est vrai que tout ce qui est lactofermenté est riche en enzymes, est riche en vie. Donc, vous allez manger des aliments qui vont être riches en ce qu'on appelle des aspects prébiotiques. Vous savez, il y a deux choses, hein, les prébiotiques et les probiotiques. Les probiotiques, vous en parlerez, je pense, tout à l'heure, c'est un apport massif de bactéries. Et les prébiotiques, c'est tous les aliments qui vont finalement nourrir votre flore intestinale. Alors là, on retrouve tous les légumes lactofermentés, le miso. C'est quoi le miso pour Le miso, c'est une pâte à base de soja ou de riz ou d'orge. Vous avez plusieurs formes de miso. Ça vient du Japon et on en fait des soupes, par exemple. Des soupes au miso, c'est excellent. Mais on peut également faire des légumes rôtis avec du miso. Il y a plein de recettes possibles. En sauce à salade également. Et ça va vous apporter vraiment un aspect riche en prébiotiques. Donc ça va nourrir votre flore intestinale. L'artichaut aussi? Alors oui, alors là, notamment par rapport aux fibres. L'artichaut est très intéressant également par rapport au foie, parce que du coup, on va pouvoir drainer notre foie. Mais également, il faut savoir, et ça c'est vrai qu'au-delà des légumes lactofermentés, tous les légumes finalement que l'on va consommer, et toutes ces fibres qui sont notamment non solubles, vont nourrir vraiment nos intestins. Nos intestins sont friands de tous ces légumes, et notamment en cette saison, vous savez, tous les légumes racines, les carottes, les panais, les potimarrons, le corps adore ça, et aux intestins également. Pourquoi l'intestin a-t-il justement besoin de fibres? Alors, notamment par rapport à son péristaltisme, c'est que pour faire avancer tout ça, vous avez un mouvement qui, bien sûr, s'appelle le péristaltisme et qui fait avancer. Et ces fibres
fibres vont du coup nettoyer, vont brasser et vont nourrir finalement à travers la décomposition de ces fibres dans nos intestins, vont nourrir cette flore intestinale. Donc nos milliards de bactéries vont être joyeuses parce qu'elles vont se dire super, je vais pouvoir me nourrir de la dégradation de ces fibres. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à la pratique du jeûne. Alors, vous défendez l'idée d'un jeûne, la pratique d'un jeûne préventif. Jeûner, ça peut effrayer. Comment vous vous êtes mis à jeûner? Comment vous avez pris conscience que le jeûne pouvait être important pour prendre soin de son intestin, de sa santé en général? C'est quoi le parcours vers le jeûne? Alors, écoute, le parcours pour moi avec le jeûne, ça a été lors de mes études de naturopathie. En tant que jeune naturopathe, je m'étais vraiment mis comme motif, comme life motif de tester tout ce que j'allais pouvoir apprendre afin de savoir si j'allais être à même de pouvoir le conseiller. Et notamment pour parler de l'artichaut, je me souviens un jour d'avoir bu une poudre d'artichaut en me disant mais jamais je ne pourrais conseiller ça, tellement c'était très difficile à boire. Et je me souviens avoir testé le jeûne très rapidement et je me suis dit waouh, quel extraordinaire moyen de 3 petits points. Prendre soin de soi, se mettre au repos, clarifier un ensemble de choses, récupérer de la vitalité. Et là, je me suis dit, dans le jeûne ou dans la monodiète, parce que dans mes expérimentations, j'ai pu tester toutes sortes de monodiètes, de raisins, de pommes, de potimarron, de riz. Je vous passe les détails des monodiètes de chocolat et compagnie, ça c'est... je plaisante. Mais du coup, c'est pour voir si vous suivez. C'est bon, il y en a quelques-uns qui suivent. Moi, je fais des monodiètes de frites. La frite, je déconseille. Ensuite, dans le jeûne, je me suis dit finalement, c'est assez simple. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que je me suis dit, c'est une technique tellement simple qu'elle nous échappe. C'est facile finalement de jeûner. On va voir. Il y a bien sûr des préambules, il y a des façons de s'y prendre pour que ça marche bien. Mais c'est la chose la plus simple. Mais ça peut effrayer, Thomas. Alors oui, bien sûr. Et d'abord, quelles sont les idées reçues sur le jeûne? Alors souvent dans les idées reçues, déjà c'est la première croyance que l'on a, c'est que si je ne mange pas, finalement je meurs. On est souvent éduqué, moi j'ai été élevé dans cette croyance par mes grands-parents qui avaient connu la guerre, il fallait manger à chaque repas et si on ne mangeait pas, on n'était pas en bonne santé. Donc il y a cette croyance déjà qu'on doit dépasser, qu'on peut ne pas manger et on peut être en bonne santé. Ce qui n'est pas facile déjà les uns et les autres dans nos croyances. Ensuite, on a la croyance que jeûner va nous affaiblir, ou jeûner va même finalement nous mettre en péril au niveau cardiaque, au niveau de notre cerveau. Certains disent même que finalement jeûner, vous savez quand on jeûne, on a une autolyse, c'est-à-dire qu'on va s'auto-restaurer, s'auto-digérer, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'aliments extérieurs, donc le corps puise à l'intérieur. Et certains disent, mais finalement attention, vous vous mettez en danger car vous allez prendre dans les tissus nobles, ce qui n'est pas le cas. Car il y a une chose importante, c'est que le corps sait se mettre, et on va en reparler après, en préservation, et c'est ce qui est superflu qui est utilisé. Donc je pense qu'il y a deux choses qui effraient, le côté culturel, c'est vrai, parce que du coup, on n'est plus lié à cela, on n'a plus forcément de lien avec ces pratiques également qui, à l'époque, étaient aussi des pratiques religieuses. Et il y a également le côté médical qui peut nous effrayer en disant, mais est-ce que je vais vraiment me faire du bien ? Quelles sont les contre-indications ? Alors, il y en a. Déjà, certaines médicamentations. Il faut savoir qu'au plus on est médicamenté, au plus le jeûne est difficile parce que du coup, le corps va avoir du mal finalement à gérer les molécules chimiques dans un état à jeun. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça, c'est des petits détails, mais si on est un grand fumeur, pareil. Il faut savoir que si on jeûne tout en fumant, ce n'est pas conseillé. Alors, ce sont des contre-indications légères qui sont liées à nos modes de vie. Dans les choses les plus graves, après, on a certaines maladies dites dégénératives qui, arrivées à un certain stade, le jeûne n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire même dans certains cas de cancer, jeûner ne serait pas une bonne idée. Quelles sont les recherches scientifiques sérieuses sur le jeûne thérapeutique ? Les laboratoires pharmaceutiques voient forcément d'un mauvais œil ces recherches. Mais qu'est-ce qu'on sait de façon fiable sur ces recherches ? Alors aujourd'hui c'est assez passionnant, il y a de nombreuses recherches en cours. On en doit beaucoup notamment à Walter Longo aux États-Unis et au Dr Mattson.
Ils sont en train vraiment de creuser. Alors, Walter Longo a été un des premiers en disant le jeûne est extraordinaire en cas de cancer et notamment en cas de chimiothérapie. Jeûner 4 ou 5 jours, voire une semaine avant une chimiothérapie rendait la chimiothérapie beaucoup plus efficace, d'après les recherches de Walter Longo. Tout à fait. Et il avait mis en lumière finalement que des souris à l'époque qui mangeaient normalement avec des doses 10 fois plus supérieures de chimiothérapie, ne le supportaient pas si elles mangeaient, et si elles jeûnaient, le supportaient. Et donc ils ont étendu ces recherches-là dans des hôpitaux, dans des cliniques. Faut savoir aussi à Paris, ça bouge dans le monde médical, notamment l'Institut Gustave Roussy a récemment fait un colloque sur le jeûne thérapeutique, en conviant notamment Walter Longo, en conviant Madson pour dire écoutez, expliquez-nous. Donc les choses bougent à ce niveau-là, en Allemagne, en Russie, bien évidemment. Il y a beaucoup plus de résistance en France qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne, vous avez par exemple l'hôpital public de la Charité à Berlin, qui propose une consultation en jeûne thérapeutique. Il y a un véritable service dans cet hôpital public, c'est pas une clinique farfelue. En France, ça n'existe pas encore. Pas encore. Alors, on va y venir. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on remonte il y a 60 ans en arrière, Otto Buchinger, le fameux justement médecin qui a créé cette fameuse clinique aujourd'hui mondialement connue sur le jeûne, la clinique Buchinger, se soigne d'une polyarthrite rhumatoïde. Et 60 ans en arrière, était laissé normalement pour être invalide sur un fauteuil roulant. Teste le jeûne, découvre que ça marche, va plus loin, rejeûne encore une seconde fois et monte cette clinique. Et donc c'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, ou en Russie, on a tout ce temps finalement qui a joué en leur faveur et qui font que du coup c'est rentré dans les cultures et qu'aujourd'hui le jeûne est remboursé et qu'on le trouve dans les hôpitaux. En France, je vais te faire un petit clin d'œil là-dessus, on est en train de monter, alors cette étude-là, moi, me passionne, l'Université de médecine de Nice est en train de mettre en place un protocole pour faire jeûner ses étudiants en médecine qui sortent de 6e année. Et donc le protocole qui est visé, c'est faire jeûner 70 jeunes médecins qui sortent de 6e année et de faire une étude ouverte. Avant, pendant, après, que se passe-t-il ? Mais là, tu parles de Nice, mais c'est une initiative intéressante, mais elle est due à l'action du doyen de la faculté de médecine de Nice, qui est très à l'écoute de ce type de thérapeutique. Je ne suis pas persuadé qu'à l'Académie de médecine, il y a encore, qu'il y ait une ouverture sur ces pratiques-là. Je pense que ça bougera. Nous, on voit en tout cas dans le quotidien de nombreux médecins venir jeûner, de plus en plus. On a aujourd'hui des médecins quasiment toutes les semaines qui viennent jeûner pour eux. Certains même, et ça j'adore, viennent en disant « Écoutez, je viens, je ne comprends pas ». Certains de mes patients reviennent en ayant amélioré un ensemble de petits détails de leur santé et j'ai besoin de comprendre. Et du coup, il y a un vrai mouvement qui est certes encore petit, mais c'est une fenêtre qui va, je pense, dans le temps, nous apporter des recherches et nous apporter la possibilité d'avoir des études fiables qui sont nécessaires également en France pour, à terme, reconnaître le jeûne. Est-ce que tu peux évoquer tout de même le documentaire de Thierry de L'Estrade et de Sophie Gilman qui avait été diffusé sur Arte, qui a fait l'objet d'un ouvrage coédité par Arte, qui était très important, qui a changé beaucoup de choses en France? Oui, en mars 2012, certains centres, même personnes investies dans le jeûne, disent que c'est le printemps du jeûne pour nous en France. Et il est vrai que ce documentaire a été extraordinairement bien réalisé par donc, Thierry de L'Estrade et Sylvie Guillemant. Et c'est le premier documentaire qui fait un état des lieux réel sur qu'est-ce que le jeûne mondialement. D'un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique. Et on va dans la clinique Buchinger, on va en Russie, on va auprès de Walter Longo, on va vraiment chercher dans ses racines et découvrir finalement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'y joue. On se rend compte par exemple que pendant la guerre froide, il y a eu des recherches scientifiques, médicales très sérieuses menées sur le jeûne thérapeutique. En Russie, tout à fait. Il y a de nombreux travaux, notamment psychiatriques, en Russie, qui sont très très impressionnants. Sur la schizophrénie, la dépression. Schizophrénie, tout à fait. Ils se sont rendus compte qu'en fait, en laissant les patients jeûner, qui naturellement jeûnaient, alors c'est des jeûnes longs, c'est des jeûnes thérapeutiques, c'est des jeûnes de 20 jours, 30 jours, 40 jours, voire 100 jours. Il y a des revues qui parlent vraiment de jeûnes très très longs. On arrivait à des personnes qui amélioraient considérablement leur façon d'être. Et ces médecins russes, c'était pas des rigolos, c'était pendant la guerre froide. Et justement, on a eu ces travaux après la chute du mur de Berlin. On a eu des archives qui ont été ouvertes. Et voilà. Et il en reste encore beaucoup qui sont pas accessibles. Ouais, tout à fait. Alors, que se passe-t-il dans l'organisme quand on jeûne ? Où l'organisme puise-t-il son énergie ? Alors,
ça c'est très intéressant. En fait, quand on se met à jeûner, le corps pendant les 24 premières heures, 36 heures, se dit oh, même pas mal, je sais faire, j'ai prévu au cas où. Et il est vrai qu'on a prévu. Et on a prévu du sucre stocké dans le foie et dans les muscles qui s'appelle le glycogène. Et du coup, pendant les premières 24 heures, on est dans cette fameuse glycogénèse. Et souvent, quand on jeûne le premier jour, on ne ressent aucun effet secondaire, même aucune crise. Et ça peut se corser quand on passe les 24 heures, 36 heures, car on passe dans ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Et quand on passe dans cette étape-là, on va chercher notamment à transformer les graisses en sucre. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qu'on sait tous faire depuis la nuit des temps. Nos corps, nos cellules sont programmées pour ça. Car aujourd'hui, on vit dans un trop-plein, dans une abondance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc le corps a gardé cette empreinte et cette capacité de pouvoir jeûner, c'est inscrit réellement. Ceci étant, ce passage-là peut s'accompagner de moments de fatigue, de moments où on se dit mais tout est assez insurmontable. C'est la fameuse crise d'acidose. Exactement. Alors cette crise d'acidose, on a la langue chargée, on a des maux de tête, on a l'impression que monter un moindre escalier, c'est insurmontable. Et c'est ce moment-là, quand on passe cette crise d'adaptation, en fait, qu'il est important d'aller marcher, de s'oxygéner. Moi, je le vois dans le quotidien. Quand j'ai des personnes qui me disent « Non, Thomas, quoi qu'il arrive, je ne bouge pas ». Je les récupère le soir, elles sont dans le même état. Mais si le matin, je leur dis « Non, vous allez bouger, venez avec nous, marchez », les 5 minutes qui ont suivi juste de marcher, de se mettre en route et de respirer, on n'en parle plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est lancé, qu'on a passé cette phase d'adaptation, alors, petite parenthèse, on n'est pas obligé d'avoir une phase d'adaptation difficile. Et certaines personnes me disent « Mais Thomas, si j'ai pas eu cette crise, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je suis quand même en bonne santé ?» Oui, je vous rassure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a passé cette phase-là, on rentre dans la vitesse de croisière. Et on dit qu'un être humain d'1m70, 70 kg a 40 jours de réserve de graisse. Un être humain 1m70, 90 kg a 100 jours de réserve de graisse devant lui. Ce qui nous montre que quand on jeûne 5 jours, suivant l'IMC, l'indice de masse corporelle que nous avons, on a largement de quoi tenir sans se mettre en péril. Comment se sent-on quand on a jeûné pendant une semaine? Quels sont les effets notables sur son bien-être, sur sa vitalité? Alors, avec grand étonnement, on en ressort avec beaucoup de vitalité psychique, beaucoup de vitalité physique. Alors, il est aussi important quand on jeûne de faire de l'effort physique. On parle d'un jeûne où on est avec du jeûne et randonnée, du jeûne et marche, où on s'active, on n'est pas dans un jeûne hygiéniste à ne rien faire. Ça, c'est un point important. Et du coup, on en ressort avec vraiment déjà ce dépassement de soi. Ça, je pense qu'au niveau psychologique et émotionnel, c'est un point important, c'est qu'on se dit « je l'ai fait ». Alors, ce n'est pas le challenge d'avoir réussi une épreuve, mais c'est se dire « j'ai réussi finalement à dépasser certaines croyances limitatives peut-être que j'avais ou qui planaient autour de moi dans mon entourage et je me sens capable d'avoir dépassé cela ». Ça, c'est assez important parce que du coup, quand on dépasse une croyance limitative, on peut aller questionner un ensemble d'autres croyances en disant « mais finalement, qu'est-ce qui dans ma vie, je crois, être impossible à réaliser que je peux peut-être réaliser ?» Donc le jeûne est un moyen de questionner ce genre de dépassement. Et en plus de cela, on se sent souvent avec une vraie vitalité de fond, avec une vraie clairvoyance, on a beaucoup de clarté qui finalement s'installe. On va rester prudent sur les effets du jeûne sur certaines pathologies. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a des effets sur le système immunitaire. Oui. Vous pouvez nous expliquer Alors, par rapport au système immunitaire, c'est notamment par rapport à la mise au repos des intestins. Cette mise au repos des intestins permet réellement de régénérer finalement notre flore intestinale et on sait que 75% de notre système immunitaire est dépendant de la qualité de cette flore intestinale. Donc dès que vous jouez sur la flore intestinale, vous jouez sur votre système immunitaire. Et là, le jeûne est un excellent accélérateur à ce niveau-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Ali, je te disais, dans les témoignages, nombreuses personnes nous disent, après avoir jeûné pendant notamment la période de l'automne, n'avoir aucun problème de santé pendant tout l'hiver. Alors le docteur Françoise Villelmy de Toledo, qui dirige cette fameuse clinique Buchinger, comment on dit exactement en allemand Buchinger. Voilà. Pendant le jeûne, le système immunitaire peut traiter les inflammations chroniques, les manifestations allergiques ou encore l'état de fatigue chronique. Oui, tout à fait. Tu le constates, ça, à la pensée sauvage? Oui. Vous pratiquez le jeûne et la randonnée encadrée, c'est encadré médicalement. C'est encadré par des naturopathes, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'état de stress.
Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent jeûner en étant vraiment lessivées, fatiguées, certaines proches du burn-out, en disant « j'ai besoin de cette semaine-là ». Donc il y a un vrai accélérateur, ça décuple de la vitalité et ça vient vraiment nous rassurer, mais également nous détendre. Ensuite, tout ce qui est inflammatoire, il est vrai qu'on voit beaucoup de personnes arriver des fois avec des crises d'arthrose ou d'arthrite, ou même ne pouvant pas bouger les doigts en début, et fin de semaine, elles ont retrouvé de la mobilité. Et il est vrai qu'une des premières indications du jeûne, c'est ce côté articulaire, ce côté anti-inflammatoire, qui est très très notoire en période de jeûne. Alors, de façon très pratique, quelles sont les grandes étapes du jeûne, d'un jeûne de 7 jours? Alors, il faut le préparer quand même. Alors oui, Ali, le grand problème quand on jeûne ou quand on fait une monodiète, parce qu'on parle du jeûne, mais la monodiète aussi est très intéressante, quand on se met dans ce protocole-là, il y a déjà la première étape de se programmer. Et souvent, on ne le pense pas, ce point-là. Alors je vais un peu insister là-dessus. Se programmer, c'est se dire quelle est la meilleure période pour moi pour réaliser cette expérience-là. Car au final, la meilleure période pour jeûner ou faire une monodiète ou faire cette expérience, ça sera votre période à vous, celle qui vous correspond et qui vous convient. Ensuite, c'est veiller dans la programmation à ce qu'au retour de votre jeûne, vous n'ayez pas dans votre calendrier un mariage, un congrès festif ou je ne sais quoi, une rencontre d'amis qui vous mettront peut-être à mal dans la reprise en disant « mais comment je vais faire? Je viens de jeûner 5 jours, 7 jours et là j'ai un super week-end festif qui m'attend. » Et c'est très complexe. Ensuite, une fois qu'on a calé dans le calendrier, qu'on s'est programmé, on se prépare. Cette étape-là est fondamentale car nombreux jeûnes, des fois, sont mal vécus parce qu'on ne se prépare pas bien. Et il faut savoir que dans ma pratique quotidienne, il est fréquent qu'on refuse beaucoup de personnes en jeûne parce qu'elles ne se sont pas préparées. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai mangé hier une entrecôte de Salers avec des pommes de terre sarladaises. Si je me mets à jeûner aujourd'hui... Le corps ne comprendra pas. Il sera dans un vrai mécanisme, un vrai stress. Car ce qu'on oublie de dire, c'est que le jeûne, en fait, est un stress physiologique, dans le sens où il doit se mettre dans une capacité d'adaptation à trouver de nouvelles ressources pour lui. Et si vous passez d'un jour à l'autre sans le préparer, le stress est au maximum. Donc du coup, vous aurez de nombreuses crises, des maux de tête, des sensations de fatigue, même des émotions difficiles à vivre. On aura du mal à rentrer dedans. À l'inverse... Comment je me prépare alors? Alors, justement, pour se préparer, on enlève déjà les excitants. On réduit réellement on enlève de son alimentation et de son quotidien le café, le thé, le chocolat, l'alcool. C'est très important. Oui, c'est très important parce que le café, si on boit beaucoup de café, après vous aurez une période de sevrage pendant le jeûne et du coup on aura de nombreux maux de tête. Donc c'est important de le réduire considérablement. Et puis on enlève jour après jour les protéines animales, les protéines également, produits laitiers, les œufs qui suivent. On enlève les céréales et on ne consommera plus que des fruits et des légumes les 2 jours avant de jeûner. Et cette préparation progressive va mettre déjà le corps dans un mode de fonctionnement où des fois on a déjà des maux de tête, on a des fois des crises d'adaptation en se disant oh, c'est pas si évident. Et le premier jeûne est très difficile. Ça dépend. Non ? Écoute, ça dépend. Il peut être difficile dans la découverte de ce qu'on a envie, mais souvent il est magique parce que c'est la première fois. Et on a de nombreuses personnes qui des fois sont nostalgiques de cette première fois parce qu'elles découvrent et elles sont très surprises de se dire mais oh, comment ça se fait? Je n'ai même pas faim et j'ai de la vitalité. Et ça paraît très très complexe à entrevoir et à accepter même. Alors cette préparation nous amène dans une physiologie où progressivement le corps s'est prévu finalement à jeûner, on l'a même programmé psychiquement. Et quand on jeûne, et le grand étonnement de tout le monde, c'est de dire mais je ne comprends pas, je n'ai pas faim. Et ça, c'est la condition, en tout cas c'est le témoignage d'avoir bien préparé son jeûne. Et les personnes le 2e jour diront attends Thomas, qu'est-ce que tu mets dans le bouillon? C'est pas normal, je n'ai toujours pas faim. Tu parles de bouillon, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier jour de jeûne, est-ce qu'il faut vider ses intestins pour parler de façon très prosaïque? Comment ça se passe? Alors oui, c'est le moment glamour quand on arrive. En effet, on peut faire une purge, il y a plusieurs façons de faire des purges pour pouvoir libérer les intestins. Alors,
Très simplement, pourquoi? Comme vous n'allez rien manger, ou très peu si vous êtes en monodiète de jus, ou même de pommes, ou jeûne total, mais comme il n'y a plus de rien, il n'y a plus de fibres, tout se met au ralenti. Donc les derniers repas que vous avez pu avoir, même s'ils sont sains, parce que c'était plus que des fruits et des légumes, eh bien, ça reste à l'intérieur. Donc du coup, ce peu de choses qui va rester peut générer des maux de tête, peut générer des fatigues. Alors, on a le système purge, ou on a, pour ceux qui le préfèrent ou qui sont plus à l'aise avec l'idée, les lavements, qui peuvent être également une bonne piste les 2e, 3e jours du jeûne. Et au cours de cette semaine de jeûne, je bois l'eau évidemment, des infusions, des jus de citron, des bouillons. Tout à fait. L'hydratation est un point très important, Ali. En fait, le corps humain élimine 3 litres de liquide par jour. Donc il faut savoir que ces 3 litres de liquide sortent par les urines, par la transpiration, par même la respiration et par les selles également quand on va aux toilettes. Là, quand vous jeûnez, eh bien de fait, il faut que vous apportiez 3 litres de liquide qui ne sont pas apportés, par l'alimentation, on a 1,5 litre apporté dans ce que l'on mange. Donc ces 3 litres d'eau, de tisane, de jus de citron, de jus de fruits dilués, certains en tout cas utilisent même un peu de jus de pomme qu'on dilue dans 1 litre d'eau, et de bouillon de légumes. Alors c'est vrai que le bouillon de légumes a un côté très rassurant. Le soir, on prend un bouillon, on y met du pianto, pour certains c'est un concentré de légumes, et ça apporte beaucoup de minéraux également indispensables. Et ensuite, au bout du 7e jour? Alors déjà, pendant les 7 jours, ce qui est important, c'est de prendre le temps de marcher, de bien s'aérer. C'est important de méditer, de prendre du temps pour soi, de s'octroyer vraiment des pauses de bien-être. On peut jeûner tout en travaillant, tout en étant dans son quotidien, mais c'est moins évident. Moi, je connais des gens qui jeûnent quand ils travaillent parce que ça occupe l'esprit. Ça empêche de penser à la nourriture, à l'alimentation. Ça peut être aussi... On peut. C'est des fois un peu plus complexe. Mais c'est vrai que de nombreuses personnes arrivent à jeûner tout en travaillant. Il faut toujours être bien vigilant du coup à ses réflexes, à un ensemble de choses pour ne pas se mettre en danger ou mettre aussi en danger les autres. Car des fois, quand on jeûne tout en ayant une activité, on n'a pas la même vigilance, notamment quand on conduit. Ça, c'est des petits points à prendre en compte. Vu qu'on n'a pas de sucre, du coup, on n'a pas la même capacité de réagir. Et parfois, on se doit aussi dans son quotidien d'être au top, d'assurer professionnellement, familialement, socialement. Et il est bon parfois quand on jeûne de se dire bon, je peux être libre d'être ce que je suis à l'instant et accepter de le vivre. Ensuite, il se passe la reprise. Ça, c'est peut-être le plus difficile. Ou le plus joyeux. En tout cas, le premier jour est attendu. Non, parce que si vous mangez un steak, une entrecôte de Salers, après du jeûne, c'est une obsession chez moi, vous savez. Oui, monsieur. Vous entendez pas? Quand le jeûne est prolongé, quelle différence y a-t-il avec la grève de la faim? C'est très intéressant. C'est une très belle question. Très bonne question. La grève de la faim est du coup une approche de jeûne idéologique ou militant. On va se dire, je me mets dans une disposition. La notion, elle est vraiment dans la notion de stress qu'on va avoir et la notion de résistance ou de combat. Quand on jeûne pour une cause, ce qui est tout à fait légitime en soi, on n'est pas dans la même disposition que quand on est dans une invitation à jeûner pour avoir l'invitation à prendre soin de soi. Dans un côté, on est, à mon sens, c'est juste une vision, dans une notion de bien-être et de mieux-être. Et dans l'autre, on est dans quelque chose où je vais, par mon action, faire bouger finalement les consciences. Et du coup, psychologiquement, ça n'engendre pas du tout la même chose. Et on le voit, si demain on était contraint de ne pas manger, si demain on nous dit « vous ne mangez pas », on risque de très mal le vivre. On risque d'être en conflit avec ça. On risque d'avoir des souffrances terribles avec le fait de dire « mais j'ai faim, j'ai mal » et on risque d'avoir des émotions qui remontent. Exactement. Et même après, si je me l'impose, mais dans un certain cadre, c'est cette notion psychologique auquel il faut être très attentif, je pense, pour bien le vivre. Alors comme monsieur, vous pourrez poser vos questions à la fin de l'intervention ou même pendant. N'hésitez pas à lever la main pour nous interrompre et nous poser vos questions. Donc la reprise, c'est important. Alors, tout se joue dans la reprise. C'est vrai que la reprise alimentaire, c'est très très important. On dit autant de jours de reprise que de jours de jeûne. Ça, c'est un point à prendre en considération. C'est-à-dire que je veux jeûner 5 jours ou 7 jours, j'ai 7 jours de préparation, 7 jours de jeûne, 7 jours de reprise. C'est quand même pas rien.
Sur le planning, ça fait quand même 21 jours hein, à prévoir. Donc c'est d'où la programmation pour avoir ce temps accordé. Et dans la reprise, on va y aller vraiment étape après étape, car le corps ne serait pas du tout en capacité de digérer cette fameuse entrecôte. Et s'il l'a mangé, il risquerait de se mettre à mal. Alors ça, c'est un point très important, Ali, c'est que parfois, on jeûne, mais on jeûne avec une notion de challenge. Et du coup, si on le fait parce qu'on doit à tout prix y arriver, quoi que coûte, la reprise, des fois, elle n'a aucun sens et on fait n'importe quoi. J'ai vu de nombreuses personnes, des fois, jeûner 21 jours dans leur quotidien et faire des reprises catastrophiques. C'est-à-dire arriver, pouvoir prendre la boîte de Mon Chéri et tomber la boîte de Mon Chéri. Il faut savoir qu'il n'y a rien de pire parce que vous avez mis votre corps en sensibilité et que les premiers aliments qu'il va consommer, il va les assimiler fois 100. Parce que le corps est dans une telle disposition que la moindre chose qui va arriver, eh bien, il va en faire sien. Donc d'où l'importance dans la reprise de la qualité des aliments qui vont être consommés, de la progression pour que les intestins se remettent en route, pour que tout le système digestif soit choyé finalement, qu'on puisse vraiment prendre étape après étape. Donc on commence à manger des légumes, des fruits. 2 premiers jours, des fruits, des légumes. Ensuite on réintroduit les céréales, on réintroduit les protéines légères et les protéines fortes en dernier. Et mon entrecôte, donc voilà. Et ce qui est très intéressant par rapport notamment à cette idée d'entrecôte ou d'autres choses qu'on aimerait manger, c'est de se rendre compte, et moi c'est ce qui me plaît le plus, et je vais revenir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure, je trouve que le jeûne, cette pratique-là, ou la monodiète, est un très très bon moyen de changer progressivement son alimentation sans que ce soit quelque chose de l'ordre du « il faut ». C'est-à-dire que naturellement, quand on fait ce genre d'exercice, on a envie de choses différentes derrière. Et des fois, on va garder le fait de se dire tiens, cette fois-ci, je vais prendre des bonnes huiles. La fois d'après, tiens, cette fois-ci, je vais un peu manger moins de viande. Et tiens, cette fois-ci... Je vais devenir végane. Pourquoi pas? C'est pas forcément obligé. Ou pourquoi pas, cette fois-ci, réduire le café. Et du coup, progressivement, on change son hygiène de vie, mais parce qu'on en a envie. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que du coup, on n'est plus dans le « il faut prendre soin de soi », on est dans le « j'ai envie de prendre soin de moi ». Et on est aussi dans le « j'ai envie » parce qu'on a envie de faire attention à tous les bienfaits, finalement, qui se sont générés pendant cette période-là. Question dans la salle. Vous parlez des céréales, donc vous ne semblez pas être tombé dans la religion de l'anti-gluten. Qu'en est-il? Alors, toutes les céréales n'ont pas du gluten. Vous parlez gluten. de religion anti-gluten. Alors c'est plus qu'une mode, parce que ceux qui sont atteints d'intolérance au gluten ou de la maladie cœliaque, c'est absolument nécessaire pour eux de suivre un régime sans gluten. C'est vrai qu'après, autour de nous, on le voit, on le constate, des gens qui ne sont pas atteints par ces maladies ou ces allergies se mettent au gluten, alors, avec parfois des bienfaits sur leur santé, mais voilà, religion du gluten. Alors, j'en parle un petit peu, il y a un petit passage sur le gluten, si j'en parle un peu. Je suis assez nuancé sur le gluten, je rejoins tout à fait Ali, quand on a une maladie cœliaque, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en consommer, point. Et il y a tout un travail à faire de fond pour peut-être un jour pouvoir en reconsommer, parce qu'on peut un jour donné, avec certains types de traitements et d'approches, arriver à en reconsommer. Ceci étant, les céréales déjà ne contiennent pas toutes du gluten, que certaines céréales contiennent du gluten, donc c'est pas le contre-céréales, parce que du coup on peut très bien consommer du riz, on peut très bien consommer du sarrasin, du maïs, de l'avoine, il en existe aussi sans gluten, pour qu'on puisse du coup avoir un apport quand même d'amidon important. Et ensuite, c'est à voir et à choisir les uns et les autres. Et je pense que là-dessus, il faut tester. Si je suis mieux en vivant sans gluten, pourquoi pas? Par contre, faites attention de ne pas tomber dans une mode en vous disant oui, c'est ce qu'il faut pour être mieux. Testez-le, sentez-le, comment je me sens. Car après, il faut faire attention à une chose, c'est que dans le sans gluten, quand vous regardez les ingrédients, des fois c'est pire. Parce que vous avez un ensemble de composants qui sont alarmants. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'absence de bon sens. Et pour aller dans votre sens, récemment, le chercheur au King's College, Tim Spector, me disait que le régime sans gluten, quand on n'en avait pas besoin, impactait la diversité du microbiote, des bactéries dans le microbiote. Et quand on prenait ce genre de décision, ça pouvait avoir un impact direct sur ses intestins et son microbiote. C'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au plus on exclut de choses dans son alimentation, au plus on se désadapte finalement. Et la problématique, elle est là. C'est que finalement, à faire trop attention, il faut faire attention de ne pas se fragiliser non plus.
Et sur la question de la viande, tiens, et du véganisme, Oui. quel est ton regard? Est-ce que, par exemple, pour toi, le jeûne doit conduire notamment comment dire, à réfléchir sur la consommation, la surconsommation de viande, d'un point de vue à la fois de la santé, mais aussi d'un point de vue plus philosophique? Est-ce que c'est des questions qui se posent chez les personnes qui viennent jeûner chez toi dans la Drôme? Tout à fait. C'est vraiment une question de fond. Je trouve que quand on vit cette expérience-là, on questionne nos modes de vie, on questionne notre façon de s'alimenter. Et du coup, on questionne nos besoins. Et dans cet questionnement, on se dit, est-ce que j'ai besoin de temps ? Besoin de manger tant de viande, de tant de sucre, parce que c'est pas que la viande. Il y a toute la consommation de tout ce que l'on consomme. Et c'est vrai que souvent, de nombreuses personnes, en tout cas, témoignent qu'en jeûnant, en faisant cet exercice-là, en vivant cette expérience, elles réduisent considérablement. Alors, elles le réduisent parce qu'elles prennent conscience de l'impact, finalement, de nos modes de vie sur la société et sur le monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le mode de production, sans tomber non plus là sur la notion des véganes qui est de protéger le monde animal, mais juste de voir l'impact de nos modes de consommation, on a beaucoup de questions à se poser. Et il est vrai que manger de la viande rouge, par exemple, comme le faisaient avant nos anciens tous les jours, c'est considérable. On ne peut pas, à l'échelle de la planète, produire pour un quart de la population de la viande pour manger tous les jours. C'est une hérésie. Donc c'est vrai, quand on fait cet exercice-là, on réfléchit également en disant, tiens, finalement, le fait de manger moins, qu'est-ce que ça génère en moi et qu'est-ce qui se passe tout autour de moi? Si je m'arrêtais, si je ralentissais certains modes de consommation, quel monde de demain je pourrais peut-être engendrer? Madame, votre question. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au jeûne et la pratique du sport. Oui. Parce que quand je jeûne, j'ai essayé de courir et j'ai du mal. Oui, tout à fait. J'ai du mal. Alors, c'est vrai, quand on jeûne, l'idéal, c'est d'avoir une pratique douce. Et la marche, c'est le top. Et il est vrai que tout ce qui va être du coup un peu plus cardio va être beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas les mêmes sucres, donc on n'a pas la même capacité. Et souvent, le cœur s'emballe un peu, on s'essouffle et on n'arrive pas à tenir aussi bien que ce que l'on fait. Souvent, à l'inverse, par contre, quand on commence en faisant de la marche, arrivé au 4e, 5e jour, ceux qui courent ont envie d'aller courir. Et là, on peut le faire d'une façon modérée en faisant attention parce que le corps a suivi une étape progressive. Mais si du jour au lendemain, je jeûne et que je me mets en mouvement, on risque en effet de ne pas être en capacité de le faire. Et c'est là où la marche douce, mais on marche quand même 10, 12, 15 km par jour, c'est très bien. Mais c'est une marche qui n'est pas endurante, c'est une marche endurante mais qui n'est pas avec des grands dénivelés. On est sur quelque chose de très cool pour que le corps juste soit dans une mobilisation. Thomas, quelle est la différence entre la détox et le jeûne? Oui, alors pour moi la détox c'est un terme qui contient qui contient 3 recettes en fait. C'est une recette. Dans cette recette, tu as le côté psychologique et émotionnel. C'est être dans un lieu qui nous fait du bien, faire des pratiques comme du yoga, de la méditation, des soins, mais être également dans un univers humain où on va se sentir dans de la bienveillance et dans de l'empathie pour bien vivre cette expérience de détox. Et le jeûne fait partie de la détox. Ensuite, on a la diététique, car quand on parle d'alimentation, on parle de 2 courants. On parle de la nutrition et de la diététique. Et là, le jeûne est le dernier palier finalement de cet art de la réduction de la diététique. Mais il y en a d'autres. On a les monodiètes, on peut avoir des semaines végétales, on peut avoir d'autres façons finalement de faire de la diététique aussi. Et le 3e axe finalement de la détox, c'est l'activité physique. Et tout ça, réuni finalement, forme la recette. Et s'il en manque un, c'est plus de la détox en soi. Et c'est vrai que le mot détox est un peu galvaudé, c'est un mot très à la mode, mais c'est vraiment ces 3 aspects-là qui rentrent en jeu. Et le jeûne fait partie de cela, tout simplement. Christophe André, le psychiatre Christophe André, notre ami, a préfacé ton ouvrage. Quelle place pour les pratiques méditatives quand on jeûne ou quand on pratique la détox? Alors pour justement citer Christophe, j'aime beaucoup une phrase qu'il dit. Il dit « Le jeûne est au corps ce qu'est la méditation à l'esprit ». Et il est vrai que ça va très bien ensemble. Finalement, quand on fait cette expérience de réduire son alimentation, naturellement, on a envie plus facilement de méditer. Et au plus on peut associer les deux, au plus les bénéfices. Parce qu'on finalement, on fait un jeûne de notre pensée et de tout ce qui peut nous encombrer, autant que l'on jeûne également de tout ce qui nous encombre dans notre corps. Évoquons la monodiète. Ça consiste en quoi la monodiète? C'est manger le même aliment à chaque repas? Tu peux nous expliquer bien un sûr. peu plus Alors, le processus? Bien sûr, la monodiète, c'est donc dans cette diététique le fait de ne manger qu'un seul aliment.
Il faut savoir que quand on n'a qu'un seul type d'aliment à consommer, le corps se dit, bon ben, très facile, je n'ai qu'un seul type d'enzyme à produire pour digérer de la pomme, du riz, de la carotte, du raisin, donc très facile. Donc là, il se met dans une forme de repos digestif qui est très efficace, et on dit finalement qu'on a autant de bienfaits quasiment en monodiète qu'en jeûne, ça dépend du facteur stress. Et sinon, on dit qu'il faut le double de temps. Il faut doubler le temps en monodiète pour avoir l'équivalent du nombre d'effets qu'on a en jeûne. Ensuite, il y a une chose importante à avoir en conscience, c'est que quand on fait par exemple une monodiète de pommes, les premiers jours, on se jette sur les pommes. On en mange en quantité. Alors la pomme est très facile car on peut la décliner de 5 façons. Et ça c'est important parce qu'on peut du coup se lasser un peu moins vite. Et on va manger la pomme telle qu'elle, on va la prendre en jus, on va la prendre râpée, on va prendre la pomme au four et la pomme en compote. Et il est vrai que du coup la façon de varier va être aussi assez sympa pour différencier les repas. Et par contre, il est vrai que quand on avance dans les jours, on commence à se lasser. On se dit, oh, la pomme, le premier jour, je me jetais dessus, le dernier jour, je la regarde et je lui parle. Je me dis, tiens, comment je vais te manger? Ou est-ce que je suis devenu une pomme parce que je suis ce que je mange? Et on commence à philosopher, à avoir des drôles d'idées. On ne pense pas encore à l'entrecôte, quoique. Et du coup, le fait de se lasser est également un point important de la monodiète, c'est que c'est un moyen habile pour arriver progressivement pas loin de l'état du jeûne. Ce qui est très bien avec la monodiète, c'est qu'on peut la faire facilement chez soi pendant une journée. On peut la faire l'été avec le melon. Moi, je suis un fan de la monodiète de melon. C'est excellent, c'est facile à faire. Et quand on mange un melon le matin, un le midi, un le soir, on est très bien. On peut même en manger plus. Et on dit qu'on mange jusqu'à satiété. Et quand on fait cette monodiète, ce qui est aussi intéressant, c'est que le tractus n'est pas arrêté. Donc le système digestif est certes mis au repos, mais sans s'arrêter. Et certains le préfèrent. Donc après, il faut tester. Certains préfèrent largement les monodiètes parce qu'ils n'ont pas de sensation de carence et ils disent mais finalement j'ai cette sécurité, je peux quand même manger quelque chose. D'autres préfèrent jeûner complètement parce qu'ils se disent le fait de manger un seul truc, ça me donne envie d'en manger plein d'autres. Et c'est également un très très bon moyen pour s'initier finalement au jeûne si un jour on veut jeûner. La monodiète de riz, tu la préconises? Oui, c'est très bien. Alors, c'est le fameux régime macrobiotique. C'est le niveau 7. Quand on regarde la macrobiotique, tu as 7 niveaux différenciant de régimes différents, de modes alimentaires au sein même de la macrobiotique. Et c'est le 7e. Et eux, ils disent qu'en 10 jours, on régénère son sang. Et c'est vrai que pour l'avoir testé, c'est très facile, notamment l'hiver. Quand on rentre dans les périodes froides, c'est facile de faire un jour de riz, le matin le riz, le midi, le soir. Riz complet, hein. Alors, complet ou demi-complet. Demi-complet. Parce que le complet, nous n'avons pas tous la capacité digestive à digérer du complet, à bien le mâcher et à bien le cuire également. Le demi-complet est très très bien. Et on peut le faire le matin avec du lait de riz, un peu de cannelle, le midi et le soir avec un filet d'huile d'olive et de citron par exemple. Alors à quoi ressemble le placard du naturopathe que tu es et le réfrigérateur également. Alors, est-ce qu'il y a d'ailleurs des aliments que tu bannis? Oui, tout à fait. Tu me diras ça après, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton placard et dans ton réfrigérateur? Alors, déjà, il y a un gros seau de choucroute dans le frigo, du miso. En fait, à la maison, on fait beaucoup de sauces. On fait beaucoup de pesto. C'est-à-dire que je suis un fan, et mon épouse également, qui est talentueuse en cuisine. On fait beaucoup de pesto, de pesto d'ail, de persil, de coriandre, de basilic. On est des fans d'aromates. Donc on a pas mal de bocaux qu'on fait une fois par semaine pour assaisonner nos légumes et leur donner vraiment du goût. Après, tu vas retrouver des concentrés de gingembre, de curry, des choses comme ça. Du pianto. Explique-nous ce que c'est. Alors le pianto, en fait, c'est un procédé enzymatique par macération où en fait on réduit 45 kg de légumes dans une fiole qui fait 250 ml à peu près. Donc c'est un super concentré et c'est riche en minéraux, riche en enzymes. Donc c'est un très bon complément à mettre dans un bouillon, dans une sauce ou boire tel quel avec un filet de citron. C'est vraiment très très intéressant. Et quels sont les aliments plaisir? Chocolat. Chocolat. On a la chance, en plus dans la Drôme, on a une chocolaterie exceptionnelle, bio et qui torréfie ses fèves. Ça sera surtout ça, l'aliment plaisir, chocolat. Bienvenue au club. Et tes enfants, justement, tu as 3 enfants. Oui. Comment tu les as, entre guillemets, par la force des choses, tu les as élevés dans cette alimentation saine, mais ils ont des camarades, ils découvrent évidemment d'autres saveurs ailleurs. Comment ça?
Je suis resté très ouvert à ce niveau-là. En fait, quand j'étais étudiant en naturopathie, j'étais le plus jeune, j'avais 19 ans, et j'étais avec beaucoup de personnes qui étaient en reconversion professionnelle. Et ces personnes-là m'expliquaient la problématique qu'ils avaient avec leurs enfants. Et je me souviens encore le témoignage d'une amie qui me disait « Mais mon fils à l'école vole les barres de Mars et de Snickers à ses copains parce que les galettes de riz, tu comprends, il en a marre. » Et je dis « Ben oui, à un moment donné, c'est vrai. » Alors du coup, ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants, c'est de leur montrer, de leur expliquer. On cuisine beaucoup à la maison. Et du coup, c'est de les inciter à tester les goûts. Et naturellement, ce que j'ai pu remarquer avec eux, c'est qu'au plus on prend des aliments de qualité, au plus on les sensibilise à cette notion qualitative, gustative, et qu'on leur fait comprendre qu'ils sont ce qu'ils mangent, qu'on leur fait comprendre que quand ils sont malades, il faut réduire les produits laitiers, et que petit à petit on leur introduit ces notions-là, en fait ils en sont les premiers défenseurs. Et je me souviens un jour, mon fils revient d'un anniversaire et il me dit « Papa, c'était l'horreur ». Je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un anniversaire, c'est sympa, t'étais avec tes copains, vous avez dû vous amuser. » Il fait « Papa, tu te rends pas compte, on était dans une pièce enfermée, qu'avec des bonbons, des Mars à volonté, des lions, mais c'était horrible. » Et du coup, ils sont les premiers ambassadeurs. Alors ils aiment bien, mes enfants ils adorent, tu les as rencontrés, ils adorent manger, ils adorent se faire plaisir, ils adorent le chocolat et d'autres choses, mais ils savent réguler. Et c'est ça que j'ai voulu leur apprendre, c'est dire tout est possible, comment vous allez réguler? Car au final, souvent dans l'enfance, si on est trop strict, déjà avec les copains, c'est pas drôle. 2, ils se désociabilisent ou ils en font l'inverse. Et 3, on a un effet rebond. C'est-à-dire qu'arrive à l'adolescence, ils vous disent « c'est bien sympa, ton quinoa, tes pâtes complètes et ton tofu hein ». Et du coup, ils vont faire tout l'inverse, ils vont au McDo. Donc du coup, c'est comment faire pour pas du coup avoir une alimentation orthorexique, mais avoir une alimentation qui est invitante, goûteuse, qui donne des bonnes bases. Et je pense que dans l'éducation, après ça c'est une de mes croyances, on apporte des bonnes bases. Et après les enfants, les développent, mais ils auront toujours ce retour avec ces racines-là. Si je te comprends bien, tu ne bannis aucun aliment Alors si, on bannit les produits raffinés. C'est-à-dire qu'à la maison, tu ne trouveras jamais de sucre blanc, tu ne trouveras jamais de farine blanche, d'huile blanche raffinée. Ça, on n'en a jamais. Donc explique-nous pourquoi. Alors, en fait, simplement parce que ce sont des aliments vides. Ce sont des aliments qui, du coup, appauvrissent le corps, parce que, du coup, tu n'as plus rien pour que ces aliments soient digérés. Et ça n'a aucun apport intéressant. C'est des index, notamment les céréales raffinées, glycémiques très élevés, donc ça fait monter l'insuline. Les huiles raffinées sont terribles, sachant en plus l'importance des huiles de qualité pour le corps, pour le côté cardiovasculaire, pour le côté cellulaire, pour notre cerveau. Il faut savoir que 75% de la masse cérébrale est faite de lipides. Donc c'est vraiment important cet apport qualitatif. Et c'est aussi pour le goût. Et je vais revenir à une notion importante pour moi, Ali. J'ai été élevé par une famille et des grands-parents qui cuisinaient beaucoup. Je pense qu'on peut devenir attentif à son alimentation par le plaisir du goût. Car tous les bons épicuriens, ou les personnes qui aiment, ou même les restaurateurs qui viennent souvent jeûner, nous disent « Thomas, on ne peut pas faire un bon plat si on n'a pas des bons aliments. » Et un bon aliment qui a du goût, il répond à la saison, il répond à sa façon de le produire. Et il est vrai qu'une tomate, par exemple, en cette saison, n'a quasiment plus de goût. On prend une tomate au mois d'août, elle est extraordinaire. Donc je pense que voilà, c'est cette notion du goût qui est un de mes axes, et c'est le côté goût-santé. Comment on allie les deux. Et du coup, chez moi, tu ne retrouveras jamais de produits raffinés, jamais de fromage pasteurisé. S'il y en a, ce sera toujours des fromages au lait cru. Et tu auras souvent, ce sera très local. Question dans le public, monsieur, et ensuite au fond. Une question sur l'effet hypotenseur du jeûne que vous évoquez dans le bouquin. Oui. Passé un certain âge, il est fréquent de faire de l'hypertension, oui. C'est mon cas. Est-ce que vous préconisez de suspendre le traitement hypotenseur pendant le jeûne ? Alors, on n'a aucune influence et on n'agit pas sur les traitements. Seuls les médecins pourront le faire. Donc, en tant que naturopathe, quand on a des personnes qui viennent notamment jeûner chez nous et qui ont des traitements, on contacte leur médecin pour que leur médecin puisse naturellement leur conseiller de réduire s'il le faut. Car il est vrai que le jeûne est hypotenseur et que naturellement, on pourrait réduire certains types de traitements, mais ça, c'est le médecin et on collabore énormément avec eux. Donc, avec collaboration avec les médecins des personnes, nous faisons des protocoles et on met ça en place.
Question, madame. Oui, alors ça revient un petit peu sur la vie familiale. Oui. Parce que, en fait, j'ai 2 ados à la maison qui mangent énormément et très vite. Oui. Et j'arrive pas du tout à leur expliquer. Je leur explique ce que vous expliquez, mastiquer, la convivialité à table, etc. Mais non, il faut qu'ils soient repus et après on peut parler. Qu'est-ce qu'ils mangent d'ailleurs, vos ados? Alors justement, moi, le problème c'est que j'utilise beaucoup de féculents. Oui. J'ai un garçon de 16 ans qui fait beaucoup de sport, donc voilà. Mais alors, je suis passée effectivement au semi-complet pour des qualités du nutriment. Mais mais par contre, il engloutit son repas. Ça, c'est vraiment. Et je n'ai pas d'outils pour. Enfin, je lui explique, mais j'arrive pas à le freiner dans ses ardeurs, en fait. Je comprends tout à fait. Vous n'avez pas de recette, je pense. Alors, j'ai plutôt des pistes que des recettes, parce que je pense qu'en tant que parents, on en est tous à ces questionnements, à se dire quelle piste on peut avoir plus qu'une recette. Dans les pistes, c'est de changer le contexte. Je pense que des fois, c'est très facilitant quand on n'est pas dans le même contexte. Les adolescents, nos enfants, dès qu'ils sont dans le même contexte, ils ont du mal à changer. Par contre, si on les sort du contexte, on leur dit, tiens, ce week-end, on va en pleine nature, on va faire des pique-niques. Et quand on va faire des pique-niques, on va amener 3 contraintes. Et du coup, il faudra que sur ces 3 contraintes, on s'y retrouve. Qu'est-ce que vous allez prendre? C'est les amener par le jeu, finalement, s'ils en ont envie, à pouvoir essayer, tester autrement. Et des fois, ça passe mieux quand c'est pas les parents. Car du coup, quand on est parent, les enfants ont un côté réactionnel. Dès qu'on leur dit de faire un truc, ils veulent faire l'inverse, surtout dans le moment un peu adolescent. Donc c'est de leur donner autant d'invitations de possible et qu'ils en fassent leur expérience. Voilà, alors, il y a quelque chose moi qui m'affecte, c'est sur le fait de manger lentement. On assimile mieux en fait. Oui, bien sûr. Et donc, comme c'est un fils sportif, par rapport à la performance et au fait qu'il aura plus d'énergie, je pense que ça peut être un axe, mais c'est pas toujours évident de l'expliquer en tant que parent. Tout à fait. C'est vrai. C'est pour ça que des fois, ça peut être de dire, tiens, on va aller voir un entraîneur sportif, un coach, peut-être que tu aimes bien ou que même tu vas peut-être idolâtrer ou au cours d'une conférence ou au cours d'un événement. Et de pouvoir mettre, je pense, les jeunes en relation avec des personnes qui, pour elles, représentent du coup un idéal ou représentent des éléments qui vont les motiver. Et je pense que, et vous le dites très bien, c'est un bon moyen habile de dire, écoute, si tu veux avoir de la vitalité pour ton épreuve sportive demain, tu sais, tel coach dit en effet, ou tel entraîneur sportif, que c'est ta façon de manger, c'est ce que tu manges, mais ta façon de faire qui va entraîner de la vitalité derrière. C'est un moyen habile plutôt que, en tant que parent, rabâcher un petit peu, mange calmement, ça suffit pas en effet. Question, madame, là-bas. Encadré. Alors, bonne question. Tout dépend de comment on se sent. On peut très bien jeûner chez soi si on a tous les prérequis pour un espace-temps, des bonnes conditions, pouvoir marcher et surtout une confiance intérieure ou une capacité de pouvoir consulter un naturopathe ou appeler quelqu'un pour également avoir un feedback et un fil conducteur. Ça, je pense que c'est important. La première fois, souvent, c'est bien de le faire accompagner pour sentir, pour vivre et pour, une fois d'après, se dire, maintenant, je sais ce que c'est, je peux le réaliser. En termes de nombre de fois par an, 2 fois me semblerait être un bon rythme au maximum, en le faisant une fois, par exemple, au printemps, une fois à l'automne. Beaucoup de personnes font ça, car souvent, les effets en fait, du jeûne ou d'une monodiète durent 6 mois. C'est-à-dire que souvent, derrière, c'est 6 mois où, sans effort, on sent qu'on a la pêche et que c'est facile. Et du coup, souvent, on le refait tous les 6 mois. Fuir, en tout cas, absolument les centres de jeûne qui vous promettent de guérir de telle ou telle grave pathologie, évidemment. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une fédération sur le jeûne et randonnée qui est très bien ficelée, qui apporte un beau label qualitatif. Et dans ces centres, tous sont très raccords sur le fait qu'on fait du jeûne de prévention, du jeûne de bien-être, et que c'est vraiment dans cette expérience de vie, finalement, qu'on va ressortir avec des envies de prendre soin de soi. Ça, c'est un axe important, et de ne pas tomber dans le côté la cour des miracles, comme on disait tout à l'heure. Monsieur. Oui, certaines personnes apprécient beaucoup le jeûne pour la détoxination, oui. Mais ils reprochent la perte de la fonte musculaire entraînée par le jeûne.
Et donc, quelle est votre expérience dans ce genre? Alors, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est important de se mobiliser pendant le jeûne. Il peut y avoir une petite perte musculaire, mais si elle est en fait elle est très importante si on ne bouge pas. Si on jeûne et qu'on reste assis, allongé et qu'on ne fait aucun effort physique, c'est sûr que pour le corps, dans ce passage de la néoglycogénèse, comme on parlait tout à l'heure, il aura beaucoup plus de facilité à se dire je vais aller grignoter mes protéines plutôt que les graisses. Par contre, si je bouge tous les jours, si je marche, si j'ai une activité physique douce, je préserve mon capital musculaire. C'est là où il est important d'allier les deux. Et dans ce cas-là, ça se passe très bien. De la musculation légère, par exemple? On pourrait, tant qu'on est vraiment sur quelque chose où on est sur un effort doux. Madame, là-bas. Ah, pardon. Oui. Elle est très très bien, c'est la fameuse cure Uval. Hein. Dans le temps, elle était très 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 conseillée. Alors, la cure de raisin est excellente, beaucoup de personnes la vivent très bien. Et c'est vrai, alors là je suis désolé, j'en parle peu parce que personnellement, j'ai un peu de mal, je la trouve trop sucrée. C'est vraiment personnel. C'est pour ça, parce que je sais quand je prends du raisin, au bout d'un moment, ça m'écœure, personnellement. Après, d'autres personnes adorent. C'est pour ça qu'il faut... On peut varier. Ce qui est bien avec le raisin, par contre, des fois, c'est le faire en jus, vous savez, avec un extracteur, parce qu'à un moment donné, en monodiète, on est vite un peu incommodé par les peaux et les pépins, qu'on doit recracher presque à un moment donné, parce que sinon, ça irrite un peu le système digestif. Donc souvent, les cures de raisin, mais en jus, frais, c'est extraordinaire, mais plus dans cette option-là. Commencer par un jour, et c'est vrai qu'on peut très bien le faire 3, 4, 5 jours sans aucun souci. Madame. Oui, peut-on parler de diète si l'on s'abstient de manger pendant une journée? Quand commence la diète? Oui, bien sûr. Dès 16 heures. En fait, le fameux jeûne intermittent qui est vraiment aujourd'hui a une presse très intéressante. Hein, de nombreux médecins en parlent et de nombreuses personnes l'expérimentent. Hein. Ali, je crois que tu l'expérimentes aussi souvent. Le jeûne intermittent, c'est 16 heures sans s'alimenter. Une fois par semaine? Une fois, voire même tous les jours. Vous avez des médecins aujourd'hui, de nombreux, qui partent du principe que de ne manger que 2 repas par jour serait très bien pour votre corps. Et en ayant 2 repas, ou le repas du soir le plus tôt possible, pour ne reprendre que le lendemain à 13h, voire 14h, l'autre deuxième repas, afin d'avoir ces fameuses 16 heures. Si on ne le fait pas dans ce sens-là, on peut le faire dans l'autre. Mais c'est vraiment à tester. Et on peut très bien le faire un jour par semaine. Dans ce cas-là, on peut l'appeler également le jour de repos digestif, où on s'offre ce temps-là. Une petite indication, en tout cas une invitation, c'est que le midi, par exemple, où vous sautez le repas, ou le matin, ce temps que vous accordiez au temps du repas, faites-le pour quelque chose qui a du sens pour vous. Soit aller faire du sport, soit méditer, soit lire un livre, ou voir des personnes, ou vous mettre en relation avec ce que vous n'avez pas jamais le temps de faire. Ça peut être une piste aussi intéressante. Pour aller dans le sens de madame, il y a cette fameuse idée reçue, ne surtout pas sauter le petit déjeuner, oui. Sinon vous allez passer une sale journée. Alors, on en revient énormément de cette idée reçue, c'est vrai, et on dit aujourd'hui beaucoup, au contraire, sautez les petits déjeuners, et on dit surtout, testez, essayez, et voyez qu'est-ce qui vous correspond. Car aujourd'hui, la grande problématique, avant on disait matin repas de roi, repas de prince et repas de pauvre. Mais pour la plupart d'entre nous, le repas du soir, surtout dans nos cultures, c'est le repas convivial, c'est le repas familial, c'est le repas où on se déstresse, c'est le repas récompense. Donc, dans ce cas-là, le petit déjeuner, c'est bien de le sauter. Et surtout, on est très habile à lire en se disant le soir, je mange beaucoup, parce que c'est le repas social, et le matin, je mange beaucoup, parce que c'est le seul repas qu'il ne faut pas sauter. Donc, on s'arrange souvent en mangeant beaucoup à tous les repas. Une question sur les produits laitiers. Vous aviez l'air assez réservé sur... Alors, en fait, personnellement, je déconseille les produits laitiers pasteurisés. À mon sens, ils n'ont aucun intérêt. Par contre, tous les produits laitiers au lait cru ont un intérêt bien sûr enzymatique et nutritif. Après, tout dépend les uns et les autres. Je pense juste que la surconsommation n'est pas bonne parce qu'elle génère des problématiques inflammatoires et qu'il faut savoir en manger d'une façon modérée. Et la façon modérée, c'est peut-être pas d'en manger tous les jours. Donc je ne suis pas dans le discours de dire on doit arrêter, mais je suis plutôt dans l'invitation à dire peut-être mangeons-en moins, comme mangeons moins de viande rouge, et voyons ce que ça nous fait. Il ne faut pas oublier l'intolérance au lactose. Hein. Oui, en fait, il y a une théorie qui dit que la lactase, à un moment donné, on la perd après l'allaitement, quand on est bébé, et que du coup, après, on n'a pas cette capacité de digestion. Certains ont une intolérance, d'autres ont une faiblesse enzymatique pour digérer. Donc il faut tester.
dans le tester, souvent on se rend compte, quand on enlève l'excès, je parle bien de viande rouge, l'excès de café, donc les excitants, mais également les excès de produits laitiers, que de nombreux petits maux s'améliorent. On a plus de vitalité, on a moins de maux de tête, on a une peau qui gratte moins pour ceux qui ont des problèmes de prurite. C'est pour ça que souvent, je pense que les meilleurs testeurs, c'est nous-mêmes. Et de voir, tiens, sur une semaine, c'est pas compliqué, une semaine ou 15 jours, de se dire, allez, pendant une semaine ou 15 jours, je réduis et je vois qu'est-ce que je fais. Et qu'est-ce que ça a comme incidence sur moi. Et je pense que c'est le plus intéressant à faire. Est-ce que tu peux nous parler de ces cols qui prolifèrent dans l'organisme quand on consomme beaucoup trop de lait, de produits laitiers et qui font le lit des rhumes, des rhinites, etc. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup documenté scientifiquement, mais en tout cas, tu en parles régulièrement. Oui, en fait, en naturopathie, on parle de plusieurs styles de toxines qu'on génère par l'alimentation. Et on dit souvent que l'excès de produits laitiers, l'excès de farine et de céréales, même complètes, au final, ça dépend combien on en mange, génère ce qu'on appelle un état de surcharge colloïdale. Et cette surcharge colloïdale serait, on dit, tout ce qui coule, donc tous ces mucus, tous ces eczémas sointants, qui sont à un moment donné, le corps est dans un trop-plein cellulaire de cette qualité nutritive, on va dire, et du coup, l'élimine. Et on dit souvent, c'est un peu l'image de la farine et qu'on mélange, tu sais, avec de l'eau. Ça donne un peu cette pâte. Et on dit finalement que dans ce milieu cellulaire, qu'on pourrait appeler un peu malproprement le marécage cellulaire parfois, eh bien, il est plus ou moins surchargé de certains types de toxines, donc colloïdales. J'ai une question. Que pensez-vous du lait fermenté, notamment le kéfir? Oui. Voilà. Et deuxième question, pour les personnes diabétiques, prédiabète ou diabète type 2 ou 1, est-ce que le jeûne est préconisé? Très bien. Alors, dans tous les laits fermentés, lacto-fermentés, le kéfir, très bien. Du coup, c'est des laits prédigérés et qui sont bien plus intéressants. Alors, on trouve difficilement en France, mais dans d'autres pays, on les trouve facilement, parce que je serais beaucoup plus dans les laits de brebis ou les laits de chèvre, justement à base de kéfir, et qui sont du coup après des produits laitiers, des yaourts de chèvre au kéfir, très bien, ou de brebis, plus que de vache, à choisir. Ensuite, oui, bien sûr, le jeûne, là pour le coup, un peu plus accompagné médicalement s'il le faut, peut très bien répondre à tous les états prédiabétiques ou de type 2. On n'est pas sur le type 1, bien évidemment, mais sur le type 2 et le prédiabète qui sont liés finalement à nos modes de vie. Le jeûne peut être une solution. Alors dans ce cas-là, encadré plus médicalement, notamment dans certaines cliniques européennes, ça peut être très efficace. Thomas, est-ce que c'est une bonne idée si je veux maigrir? Est-ce que le jeûne, la monodiète est indiquée ou pas? Alors, bonne ou mauvaise idée? Moitié-moitié. C'est à la fois une bonne idée et une mauvaise. En fait, beaucoup de personnes viennent jeûner ou faire des monodiètes avec cette première idée, je vais perdre du poids. Alors, toujours là-dessus, on a des fois une mauvaise idée, mais derrière perte de poids, il peut y avoir l'envie de retrouver un corps où on se sent mieux. Là, pour moi, c'est une bonne idée. L'envie de retrouver de la vitalité, c'est une bonne idée. L'envie de retrouver une estime de soi, c'est une bonne idée. Mais juste dire je vais perdre du poids avant l'été, sans aller questionner derrière le fait que la perte de poids, ça représenterait pour moi peut-être plus de vitalité, moins de problèmes articulaires. Dans ce cas-là, oui, c'est une bonne idée. Et il faut savoir qu'on perd entre 5 à 10% de son poids et que de nombreuses personnes, en fait, à travers un jeûne ou une monodiète, créent un déclic et ne reprennent pas ce poids-là derrière. Ou en tout cas, sur les suivis qu'on voit sur les années, ne reprennent jamais le poids qu'ils avaient au départ. Toute dernière question, madame. Beaucoup de médecins conseillent les produits laitiers pour l'ostéoporose. C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend quel type de produit laitier on parle. Le calcium, il faut qu'il soit assimilable. Les fromages pasteurisés, le lait pasteurisé ne contient presque plus de calcium assimilable. Le lait, par exemple, le calcium repart dans les urines. Donc c'est vraiment cette notion de quelle est ma source de calcium assimilable. On peut en avoir dans les produits laitiers s'ils sont de bonne qualité. Mais on n'en trouve pas que là. On en trouve dans la purée d'amande, on en trouve dans les plantes, on en trouve dans les légumes également. Donc il faut savoir diversifier, je pense, pour sortir du mythe de tout le produit laitier. Il y en a, mais
Pour vous répondre, le docteur Bruno Toussaint, qui dirige la revue Prescrire, me disait que le meilleur moyen de prévention contre l'ostéoporose, c'était la marche. Voilà. Tout à fait. Et pas forcément la prise de produits laitiers. Eh ben, merci beaucoup. Pardon. Oui. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Thomas. Hull. Merci Ali, merci à vous tous. Je rappelle tous. que vous avez publié « Et si je mettais les intestins au repos », le jeûne, la monodiète, la détox, les 3 clés de la vitalité. Merci d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.